Comptent en commun le président de Manchester City, celui du Kazakhstan, le ministre des Affaires étrangères du Maroc et les présidents du Kosovo. Vous pouvez tenter 3 réponses si vous pensez savoir. Tous étaient éteints sur scène avec Donald Trump à Davos quand il a annoncé son Conseil de la paix. Ding, 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 bonne réponse, bravo, 3 points. Maintenant, vous vous demandez pourquoi ce groupe négligé était aux côtés du président américain en Suisse. Si par exemple vous n'êtes pas dirigé par la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, vous n'êtes pas seul. L'absence des alliés européens traditionnels de l'Amérique à la signature à Davos était flagrante, et ce n'était pas le seul élément remarqué par les observateurs internationaux. Parce que le conseil d'administration était aussi controversé pour les personnes qui en étaient absentes que pour celles qui le soutenaient. Mis à part ceux que nous avons mentionnés au début, le conseil a reçu le soutien de l'homme. Surnommé le dernier dictateur d'Europe, il est aussi recherché pour des crimes de guerre présumés. Aucun d'eux n'était à Davos, mais il reste parmi les figures les plus controversées du Conseil. Alors parlons du Conseil de la paix du président Trump, de ce que c'est, et pourquoi les pays doivent payer 1 milliard de dollars pour devenir membres permanents. Qu'est-ce que le Conseil de la paix ? C'est un organisme international chargé de promouvoir la paix dans le monde. L'idée du Conseil date d'août, quand Tony Blair, ex-premier ministre britannique, a suggéré que Gaza soit géré par un organisme international. À la suite de la guerre dévastatrice avec Israël, le président Trump s'est rapidement approprié l'idée, présentant sa propre version quelques semaines plus tard, en septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. En octobre, Israël et Mars ont partiellement accepté le concept. En novembre, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies a adopté la résolution Decade On, soutenant le cadre proposé. Malgré cette résolution, des experts juridiques parlaient d'une violation du droit international. La résolution devait instaurer un mécanisme pour la reconstruction de Gaza, mais tout montrait que le président Trump visait plus ambitieux. Il souhaitait un organisme pour gérer les conflits polymondiaux et, selon DE, il voulait le créer sans lien avec le conflit au Moyen-Orient, puisque Gaza n'apparaissait pas dans la charte. Quand la Maison-Blanche a annoncé la création du Conseil de la paix en janvier 2026, Trump a affirmé avec sa fanfaronnade que ce serait, je cite, « le Conseil le plus grand et prestigieux jamais réuni ». La charte du Conseil, en 11 pages, vise à promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et assurer une paix durable dans les zones touchées ou menacées par des conflits. Pour traduire cela du langage diplomatique, le Conseil devait intervenir partout où il y avait un conflit. Cependant, ce qui est le plus intéressant, à propos du Conseil, c'est de savoir qui le dirige. Le président Trump n'est pas seulement le président fondateur, il est le président. Point final. Le poste est sans limite de mandat. Il ne le quitte que par choix ou inaptitude. Dans ce cas, assumer les États, la succession revient à la personne qui l'a désigné. Tant qu'il occupe ce rôle, Trump décide de l'interprétation de la charte et peut opposer son veto à toute destitution ou décision du Conseil exécutif. Ce niveau de contrôle personnel est rare dans les organisations internationales, qui privilégient l'institution à l'individu. Sous Trump, un conseil exécutif comprend des figures comme le secrétaire d'État Marco Rubio, Steve Witkoff, l'envoyé au Moyen-Orient, Jared Kushner, son gendre, etc. Il y a aussi le Conseil pour la paix à Gaza, réunissant des membres du conseil exécutif et des personnalités de Turquie et du Qatar. Les frais d'adhésion permettent aux pays invités de rejoindre pour 3 ans, ce qui est courant dans les organisations internationales. S'ils souhaitent être membres permanents, ils doivent payer 1 milliard de dollars la première année. Et cet argent ne va pas dans un fonds commun à la manière de l'Organisation des Nations Unies avec une supervision bureaucratique de l'ISE, il va dans un fonds contrôlé par le président, que nous rappelons encore une fois, c'est le président Trump. La charte ne dit pas clairement ce que devient cet argent, évoquant seulement la reconstruction et les coûts, sans cadre de responsabilité ni mention d'auditeur. Julian Borger, principal correspondant international du Guardian, l'a décrit comme la version mondiale du tribunal Mar-a-Lago de Trump. Certains observateurs ont parlé de projet de vanité ou de caisse noire. Les frais d'adhésion ont suscité des réactions mitigées, bien que certains les aient acceptés. D'autres, comme le président russe Vladimir Poutine, y ont vu une opportunité. Il a déclaré que Moscou serait prêt à contribuer aux milliards de dollars, mais seulement si Washington débloque d'abord les avoirs russes. Il est peu probable que cela arrive bientôt. Le Premier ministre canadien Mark Carney a accepté l'invitation de Trump à rejoindre le conseil d'administration, mais estime que l'objectif du droit d'entrée d'1 milliard de dollars reste flou.
Il a déclaré aux journalistes que le Canada voulait que l'argent ait un impact maximal et a proposé, comme condition à la participation canadienne, que l'aide humanitaire parvienne sans entrave et à grande échelle à la population de Gaza. Après qu'un responsable canadien a indiqué à Politico que le Canada ne paierait pas pour un siège au Conseil, le président Trump a retiré l'invitation au Canada. Le responsable a aussi dit à Politico que la charte était encore discutée et que Mark Carney comptait accepter l'invitation à rejoindre, afin d'avoir de l'influence et de façonner le processus de l'intérieur. Selon Andreas Krieg, professeur au King's College de Londres, l'influence est cruciale pour tous les pays ayant rejoint le conseil d'administration, comme il l'a déclaré à Al Jazeera. Ils voudront une ligne directe avec la Maison-Blanche. Une place dans la salle où se décident de contrats, passages et calendriers, et une chance d'influencer l'après-Hamas avant que cela ne devienne réalité. Il a précisé que payer pour participer équivaut à s'assurer contre une future exclusion. Les pays présents à Davos pour signer la charte montrent qui y trouve un intérêt. Les États du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, ont des liens avec des pays impliqués dans l'avenir de Gaza comme l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, ainsi qu'avec l'Argentine de Javier Milei, l'Indonésie de Prabowo Subianto et la Hongrie de Viktor Orbán. Pour ces nations, même sans intérêt direct à Gaza, leur soutien vise à s'aligner au maximum sur le président Trump. Comme dit en introduction, l'absence des alliés européens traditionnels de l'Amérique était notable. Et il n'y a pas que l'Europe. Des nations asiatiques comme l'Inde et le Japon n'ont pas encore pris de décision quant à leur adhésion au Conseil. Filippo Bonnet, maître de conférence à l'Open University au Royaume-Uni, a déclaré à Al Jazeera que cette réticence pouvait être due à la pression subie par ces pays. Ils pouvaient soit rejoindre et saper l'Organisation des Nations Unies, soit refuser de rejoindre et potentiellement faire face à des tarifs douaniers des États-Unis. Le stratège politique James Christopher a fait écho à ces préoccupations lors d'une interview avec notre équipe, ajoutant que les démocraties occidentales hésitèrent à rejoindre parce qu'elles ont tendance à se méfier des institutions qui manquent de transparence, de fondements juridiques et de gouvernance collective. Le Conseil concentrait trop de pouvoir sur une seule personne, malgré la controverse. Il existe maintenant et d'autres pays pourraient le rejoindre. Pour éviter d'être marginalisés ou isolés géopolitiquement, avons-nous une offre pour vous ? Et oui, il y a eu une transition totalement fluide. Dans la publicité d'aujourd'hui, fluide et sans gêne, fluide comme ma tête. France Compagnie est notre nouveau service d'abonnement, idéal pour ceux qui veulent encore plus de mises à jour sur les aspects terrifiants du monde. Pour 5$ par mois, accédez à 2 vidéos exclusives par semaine et de nombreux articles d'experts sur les conflits mondiaux. Récemment, nous avons produit des vidéos sur la vie des manifestants iraniens emprisonnés et les événements au Venezuela après la chute du régime. Également l'interview de l'ambassadeur du Soudan sur la guerre civile. Alors écoutez, si vous aimez le contenu de cette chaîne, vous aimerez probablement ce que nous proposons sur Warfronts. 5$ par mois. Cela nous aide à poursuivre nos vidéos gratuites sur YouTube. Revenons aux questions sur le Conseil de la paix de Trump. C'est les questions de Warfront. La création du Conseil a suscité plus de questions que de réponses, notamment sur une possible concurrence ou un remplacement de l'Organisation des Nations Unies. Interrogé par un journaliste de Fox News sur la possibilité que le Conseil remplace l'Organisation des Nations Unies, le président Trump a estimé que c'était possible, soulignant l'utilité limitée de l'Organisation des Nations Unies. Il a nuancé cela plus tard à Davos en disant que le Conseil travaillerait avec l'Organisation des Nations Unies et accomplirait ce que l'Organisation des Nations Unies aurait dû faire. Cependant, pour les observateurs internationaux, il était clair que l'objectif était de créer une organisation qui rivalisait avec l'Organisation des Nations Unies. Krieg a dit à Al Jazeera qu'il suffit de détourner l'attention et les fonds pour vider l'Organisation des Nations Unies de sa substance, pas besoin de l'abolir. Les décisions majeures sont confiées à des instances alternatives, contrôlées par les grandes puissances, ce qui est exactement le risque du Conseil. L'Organisation des Nations Unies conserve une large adhésion, une légitimité juridique et une structure apte à agir à grande échelle. Pour assurer la survie de l'Organisation des Nations Unies quand, comme scène diplomatique majeure, d'autres pays doivent éviter de rejoindre le Conseil, financer les canaux onusiens et voir ce Conseil comme un outil temporaire lié à Gaza, non comme modèle global. Que se passera-t-il quand Donald Trump quittera ses fonctions en janvier 2029 ? La charte indique que Donald Trump pourrait rester président, mais un futur président peut toujours retirer le soutien américain. Le mandat du Conseil auprès de l'Organisation des Nations Unies pour Gaza court jusqu'à la fin de 2027, ce qui signifie qu'il expire avant la fin du mandat de Donald Trump. Après cela, la légitimité du Conseil devient encore plus floue.
Les pays membres resteront-ils intéressés si le Conseil perd le soutien des États-Unis? Vont-ils continuer à verser de l'argent à un fonds contrôlé par la personne que Donald Trump choisira comme son successeur? Reste à savoir si le Conseil tiendra vraiment sa promesse de reconstruire Gaza. C'est sans doute le défi le plus ardu, car il demande des solutions politiques prenant en compte la gouvernance palestinienne, la sécurité d'Israël et les causes du conflit. Les gratte-ciel en bord de mer présentés par Jared Kushner paraissent impressionnants, mais masquent la réalité complexe de la reconstruction. Dans un territoire aux millions de déplacés, aux infrastructures détruites et aux tensions persistantes, se pose aussi la question du rôle du Conseil au-delà de Gaza. La charte autorise une intervention dans les zones en conflit. Donald Trump peut-il alors décider seul d'impliquer le Conseil, par exemple au Soudan ou au Myanmar? Les membres peuvent-ils voter sur les lieux d'intervention, ou le président décide-t-il seul grâce à son droit de veto? La charte ne clarifie pas cette ambiguïté, probablement pour offrir à Donald Trump une grande flexibilité, mais cela inquiète aussi les autres pays sur leurs engagements. Si le Conseil intervient dans un conflit sans résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, cela serait probablement illégal selon le droit international. Donald Trump estime que l'Amérique n'a rien à craindre du droit international, mais qu'en est-il des dirigeants de pays moins puissants comme le Paraguay? Vladimir Poutine pourrait annuler ses voyages en Afrique du Sud à cause d'un mandat d'arrêt international. Si enfreindre le droit international peut compliquer la vie du dirigeant d'une nation dotée de l'arme nucléaire comme la Russie, qu'est-ce que cela pourrait faire à quelqu'un qui dirige un pays bien plus petit? Enfin, il y a la question de légitimité. Les organisations internationales tiennent leur autorité de l'acceptation par la communauté internationale. Quand la majorité des pays européens refusent, que les grandes démocraties émettent de fortes réserves et que des critiques dénoncent un système payant. Le Conseil débute avec un déficit de légitimité qu'il devra surmonter. Si les dirigeants de Google jugent le Conseil illégitime ou comme une emprise américaine, ils pourraient refuser de coopérer, ce qui nuirait à son fonctionnement. Nous aimerions répondre à ces questions, mais nous ne le pouvons pas. Le Conseil de la paix étant inédit, beaucoup d'anciennes réponses ne s'appliquent pas. Les 2 prochaines années montreront si le Conseil de la paix deviendra ce que Donald Trump affirme, l'organe international le plus prestigieux et le plus important jamais créé. Ou sera-t-il juste une tentative de plus pour façonner la diplomatie mondiale selon la vision d'une seule administration? Pour l'instant, le Conseil existe, des pays l'ont rejoint et le Conseil exécutif fonctionne. La suite dépendra de la capacité du Conseil à prouver qu'il est plus qu'une simple expérience coûteuse du pouvoir présidentiel. Merci de votre attention.